suis dit, mais c'est quand même intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose là-dessus? Mais c'est marrant parce que c'est quelque chose qui était là en toi depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est pas du tout arrivé du jour au lendemain. Finalement, l'histoire s'adapte toujours à la personne qui raconte. Et je me souviens quand tu m'en as parlé la première fois de ton idée, je me suis dit mais merci, enfin, heureusement qu'on arrive à avoir des personnes qui, comme toi, arrivent à rendre la chose un peu plus digeste. C'est vrai que le Mahabharata fait déjà un petit peu peur. Pour le coup, c'est vraiment un des exercices les plus yogiques que j'ai dû faire dans ma vie. Aujourd'hui, je suis avec une invitée particulière, je pense que vous avez dû le comprendre. Il s'agit donc de Laura. Coucou Laura! Coucou Issa, une habituée de cet espace. C'est ça, en fait, c'est notre podcast. Oh, j'irai pas jusque là, mais c'est vrai que je me sens bien, tu vois, je suis bien ici. Tu es chez toi. Alors, comment tu vas? Bah écoute, ça va, de retour au Mexique. Je précise aussi pour les gens qui nous écoutent que j'ai peut-être parfois une voix un petit peu plus rock que d'habitude. Ce n'est pas que je fume ou que j'ai fait la fête, c'est juste voilà un petit truc que j'aime et qui rend peut-être ma voix, enfin, en tout cas je l'espère, si ce n'est pas plus insupportable, plus sexy peut-être. Donc voilà, je m'en excuse d'avance. Maintenant, vous avez en plus l'honneur d'écouter Laura avec sa voix la plus sexy. Pour l'occasion, pour nous annoncer quand même un très heureux événement, Laura. Et oui, alors, et non, je n'ai pas accouché d'un bébé, mais j'ai quand même accouché d'un projet qui m'a pris peut-être, oui, un terme aussi de temps, aussi longtemps, peut-être un petit peu plus qu'un être humain, parce que oui, je vais sortir la publication de mon livre, Histoire du Mahabharata, une philosophie du yoga, qui va sortir en librairie le 17 mai prochain. Donc vraiment, tout d'abord, félicitations, et c'est pour ça que je voulais t'inviter encore une fois sur ce podcast pour que tu puisses nous partager cette histoire, parce que vraiment, écrire un livre, on sait très bien que c'est pas rien. Ça demande du temps, ça demande des recherches, je pense qu'il y a aussi son lot de frustration, et je pense que c'est une histoire de vie, ou en tout cas une expérience intéressante, et je suis sûre que tu as dû en ressortir plein de leçons de vie. Donc je suis ravie que tu sois là aujourd'hui pour qu'on puisse discuter du coup de ce livre. Et est-ce que tu veux bien commencer par nous expliquer comment finalement tu as eu l'idée de ce livre? Est-ce que c'est venu tout de suite? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps? Oui, alors je pense que déjà, il faut dire que écrire un livre, c'est partie de ma bucket list. Ça faisait partie un peu comme aller en France, vivre en France, enfin des choses comme ça. Partie de ces choses en fait qu'on se dit un jour j'aimerais bien voir mon nom dans un livre. Je me souviens que quand j'avais, je pense que j'avais 14 ans, un truc comme ça, j'avais écrit justement une partie d'un livre où je décrivais la vie de Marie Curie. Puis c'est parti, je l'ai laissé comme ça et puis j'ai fait d'autres trucs, mais je sais pas, ça a toujours été quelque chose quelque chose que je voulais faire. Et puis avec le podcast Histoire de yoga, je me suis rendu compte qu'en fait, pour préparer les podcasts, il fallait faire quand même un travail d'écriture, enfin un travail en amont de recherche énorme, d'écriture aussi. Et à la fin de ce podcast, quand j'ai fini la première saison, je me suis rendu compte que tout d'un coup, j'avais un fichier d'une centaine de pages. Et je me suis dit, mais c'est quand même intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose là-dessus? Parce que mine de rien, dans le podcast, si vous avez déjà écouté la première saison qui parle du Mahabharata, il y a les histoires, mais j'avais toujours aussi envie de faire, d'aller peut-être un petit peu plus loin dans l'interprétation des histoires, de dire, je ne sais pas, de le raconter sous un autre angle. Et voilà. Et c'est venu comme ça, un peu comme tous ces types de choses en fait qui m'arrivent du jour au lendemain. Je me suis dit, voilà, j'aimerais bien faire un livre. On verra ce qui se passe, on verra si ça marche. De toute façon, si ça marche pas, tant pis, ça changera rien. Et voilà. Et j'ai commencé à contacter des gens que je connaissais, avaient déjà écrit un livre, qui avaient déjà connu ce processus. Et un petit peu de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui m'a mis en contact, enfin, on le reconnaît, qui m'a mis en contact avec la personne qui est devenue mon agent et mon éditrice. Jeanne Famtram, qui est vraiment quelqu'un qui était vraiment la personne, je pense, parfaite pour faire ça, pour accepter la mission. Et voilà. Et à partir de là, tout s'est bien déroulé, entre guillemets. C'est-à-dire que
comme beaucoup de choses en fait qui arrivent, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'étais au bon moment, au bon endroit. J'ai été entourée des bonnes personnes et bon, ça a l'air un petit peu facile quand je le dis comme ça, mais un an après, il y a ce livre qui sort et comme tu dis, c'est aussi beaucoup de travail. C'est une longue aventure. Évidemment, on peut en parler et voilà un petit peu dans la jeunesse peut-être de ce projet qui voit le jour enfin. Mais c'est marrant parce que c'est quelque chose qui était là en toi depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est pas du tout arrivé du jour au lendemain. Ça fait partie, comme tu disais, des choses que tu avais envie de pouvoir faire dans ta vie, de pouvoir accomplir. Et peut-être, qui sait, un jour tu reprendras les histoires de Marie Curie. Bah ouais, qui sait, peut-être. C'est vrai que je l'ai encore en plus. C'est marrant parce que vu que je suis au Mexique, l'autre jour j'étais en train de regarder, voilà, enfin, mais je gardais des petits écrits dans une pochette et je me suis rendu compte que tout d'un coup il y avait ça. Et je l'ai pas relu, enfin, ça m'a amusé, mais peut-être, qui sait, Marie Curie reviendra. Peut-être. En tout cas, c'est vrai que tu disais quelque chose par rapport au podcast. Et moi, c'est vrai qu'il y a un truc que j'adore dans ce que tu partages dans les épisodes. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'histoire. Donc voilà, on est pris dans l'histoire, etc. Mais à la fin, tu nous partages toujours, pas une petite morale, mais comment finalement l'intégrer un petit peu dans le quotidien, ou comment est-ce qu'on peut voir les choses différemment ou l'interpréter. Et même si j'adore les histoires, bah, je pense que ma partie préférée du podcast, c'est aussi ces moments-là. Ces moments où tu partages cette petite graine de philo avec nous. Donc, est-ce que dans le livre, c'est la même chose? Enfin, voilà, l'approche que tu as fait pour ce livre, comment c'est? Oui, alors le livre a la particularité il m'a permis d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire que chaque histoire a un peu un thème. Et Ok. ce thème est exploré sous différents angles. Donc à chaque fois, on s'est amusé, enfin je me suis amusée à me dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que cette histoire représente pour nous, enfin pour moi en tout cas, dans la vie, dans notre vie quotidienne, dans notre vie, enfin on va dire en société, qu'est-ce qu'elle représente pour ma vie intérieure et qu'est-ce qu'elle représente pour ma pratique de yoga. Évidemment, tout est lié, enfin toutes ces choses, en tout cas pour les personnes qui font du yoga, je pense que elles sont toutes connectées, elles sont toutes interdépendantes. Et donc voilà, je trouve que par rapport au podcast où effectivement la petite morale que j'adorais à la fin était courte, était un peu un petit nugget comme ça, le livre a la particularité d'un côté il m'a permis d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, je me suis permis d'être peut-être un petit peu plus, je ne sais pas comment dire, précise aussi dans mon intention dans Mm. les histoires. Et c'est quelque chose que j'adore parce que c'est quelque chose que j'adore voir ou lire quand je vois des séries, quand je vois des films, quand je lis des livres, en fait, à chaque fois, typiquement, et c'est pour ça que j'en parle aussi dans le livre, The Crown, enfin des histoires un peu comme ça qui sont Ouais. géniales. Les histoires qui sont les plus marquantes, c'est celles qui abordent un thème sous tous les angles. En ce moment, je suis en train de regarder Mad Men. Cette série, elle Mm. est absolument incroyable parce que justement, elle observe, elle prend un thème et il y a plusieurs facettes de ce thème qui sont décortiquées à travers les personnages qui sont vus. Donc voilà, c'est un petit peu quelque chose que j'avais envie de faire. En plus du fait que, évidemment, si vous avez déjà peut-être vu certaines choses sur le livre, c'est un livre illustré. Donc il y a aussi cette partie visuelle qui accompagne le livre, qui pour moi est fondamentale parce que quand on parle du Mahabharata, quand on parle de cet univers qui est juste énorme, il faut se le représenter. Enfin, pour moi, c'était un prérequis, c'était un essentiel. Et personne d'autre était plus adapté pour cette mission que Marion Blanc, qui est une illustratrice formidable et qui accompagne, et ses illustrations, ses créations accompagnent justement le livre de façon aussi très interprétation. C'est-à-dire que les illustrations que vous allez voir dans ce livre, ce sont des illustrations qui sont dans le thème, dans l'interprétation de l'histoire et pas forcément dans l'histoire elle-même. Donc voilà un petit peu de ce que vous allez retrouver dans ce livre. Non, mais c'est super. Et c'est vrai que je pense que c'est important, comme tu dis, la partie illustration, arriver à se représenter, je pense que ça peut aussi permettre de plus mieux rentrer dans les histoires. C'est vrai que parfois, si on reste juste sur quelque chose d'écrit et qu'on n'a pas forcément les illustrations, je pense que c'est plus difficile
de rentrer dedans et peut-être même de se rappeler après. Je trouve qu'il y a la dimension visuelle aussi qui peut beaucoup aider et donc je trouve que c'est une super idée. Par contre, je suis étonnée que Mad Men, tu l'avais pas encore vu, la série. Non, alors, Incroyable. j'avais vu les 2 premiers épisodes et j'avais laissé tomber. Et pendant que j'étais en France, je me suis dit, ok, j'ai un petit peu de temps. Je pense que j'avais vu plusieurs, on en a parlé, plusieurs séries. Et à un moment, je me suis dit, j'ai quand même envie d'un truc peut-être un petit peu plus qui prenne du temps. Et je sais pas pourquoi ça m'est revenu en tête et j'adore en fait. Je savoure cette série Mmh. vraiment. Elle est très bien faite et dans la même idée, dans l'idée de voir les choses, sous plusieurs facettes, je sais pas si tu as déjà vu la série The Wire, qui est maintenant une vieille série, hein, sur écoute Non. en français. Alors vraiment, c'est hyper intéressant pour comprendre, le monde de la drogue, le monde de la police, les quartiers défavorisés, enfin vraiment, il y a en fait, chaque saison va aborder une thématique différente sous, une perspective différente. C'est-à-dire qu'on va toujours suivre les mêmes personnages, mais on va les voir, différemment et en fait, comme tu dis, c'est que comme ça qu'on arrive à avoir finalement, l'histoire, la plus complète possible parce que sinon, on n'a que des fragments. C'est vrai que C'est l'histoire, ça. je crois que c'est quelqu'un de connu qui a dit ça, je sais plus, je suis vraiment désolée, qui dit que, en gros, l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs. Et donc, du coup, on n'a qu'une vision. Et comme tu dis, voilà, voir toutes les facettes, c'est super intéressant. Donc voilà, c'est la fin des recommandations séries, mais vraiment hyper intéressant. Et pour le coup, dans le thème aussi de écrire une histoire en prenant en compte différents points de vue, en prenant en compte toute la globalité de ce que ça peut représenter. Parce que Oui, ce complètement. dans quoi tu t'es lancé comme histoire, c'est une histoire qui a de multiples personnages. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile? Enfin, comment est-ce que tu as fait pour t'y retrouver? Alors, oui, c'est vrai que c'est une des premières questions qui m'a été posée en fait dans la création du livre, enfin, quand on a créé, enfin, quand on a commencé à concevoir ce projet. Parce que c'est vrai que le Mahabharata fait déjà un petit peu peur, dans le sens où, enfin, Maha, ça veut dire grandiose, ça veut dire grand. Dans le titre, dans le nom de cette histoire, il y a déjà une promesse qui est bien tenue dès le départ, parce que c'est vraiment l'histoire d'une dynastie, c'est une histoire qui se fait sur plusieurs années, c'est une histoire où il y a plein de personnages, en plus plein de personnages qui ont des prénoms peut-être un petit peu lointains par rapport à ce qu'on peut voir. Je pense que d'une part, je suis aussi un petit peu avantagée par le fait que même si je n'appartiens pas du tout à la culture indienne, j'ai déjà jonglé avec cela. C'est-à-dire que voilà, me retrouver dans des histoires où je connais pas forcément tous les prénoms me paraissent un petit peu compliqués, c'est pas forcément quelque chose qui me fait peur quand on voit les grandes mythologies, le Seigneur des Anneaux, enfin tous les trucs que j'adore, Star Wars, même quand on lit Gabriel Garcia Marquez, Cien años de soledad, Cent ans de solitude, en fait, à chaque fois, j'adore ces histoires qui sont hyper complexes, où limite, il faut que tu aies un petit organigramme pour voir qui est qui, comment ça se passe, etc. Donc, je pense que j'étais déjà un petit peu avantagée. Mais au bout d'un moment, tu passes ta vie avec ces personnages au quotidien. Au bout d'un moment, ils deviennent presque des personnes, enfin des personnages que tu connais en fait. Et donc, dans ce sens-là, c'est vrai que le fait que ça soit une histoire aussi grande, aussi riche, fait que c'est une histoire qui se prête énormément justement à ce type d'analyse, Ouais. parce que les personnages sont riches, parce que l'histoire a déjà été commentée depuis des siècles, parce que des versions de cette histoire, il y en a plein, et que finalement l'histoire s'adapte toujours à la personne qui raconte. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est une grande histoire, c'est que c'est un peu cette capacité en fait à s'adapter à l'interlocuteur, à son époque, cette capacité à avoir un message universel ou des messages qui sont universels et qui peuvent justement se distiller par rapport à un certain angle, par rapport à une certaine thématique. Donc je pense que à la fois c'est une grande entreprise, mais de l'autre côté, c'est parce que c'est une grande histoire que tu peux te permettre de faire ça, justement. Pas toutes les histoires peuvent se prêter justement à avoir autant de d'angles, de thèmes, de Mhm. points de vue, en fait. Non, non, mais c'est vrai. Mais je trouve que c'est une belle réflexion que tu as par rapport à ça, parce que justement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir
submergé en fait hein, face à l'immensité de cet univers. Mais je pense que comme tu dis, en fait, au plus on a l'habitude, c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux, je crois qu'il y a dans certaines éditions, tu sais, t'as comme un petit rappel au niveau des cartes, au niveau des... Et moi, en fait, j'y revenais tout le temps parce que je disais, oh mon Dieu, c'est qui lui? C'était... Et justement, est-ce que tu t'es aidé de choses comme ça, enfin pas de planning, mais de petits organigrammes ou pour essayer Mais de t'y oui, retrouver? complètement. D'ailleurs, on a eu l'idée, et ça vous le verrez dans le livre, les rabats. Il y a 2 rabats dans le livre. C'est les petits. Alors j'ai appris ce mot parce que je le connaissais pas avant, mais c'est le petit truc qui parfois sert de marque-page, Oui. voilà, dans les bouquins. Et on a mis 2 rabats. Il y a un rabat qui va mettre justement, c'est vraiment l'organigramme que j'ai utilisé pour moi quand j'ai commencé à découvrir cette histoire. Dans la première partie de l'histoire, on rencontre une partie des personnages. Et puis dans la deuxième partie, qui est vraiment la partie de la guerre, la grande guerre de Kurukshetra qui arrive, il y a un autre ensemble de personnages qui arrivent et qui ne sont pas forcément les mêmes. Enfin, il y en a évidemment qui se recoupent, mais ça change quand même en termes de personnages. Donc on a mis 2 rabats justement pour aider le lecteur ou la lectrice à avancer, à pouvoir ne pas se perdre peut-être beaucoup dans l'histoire. Mais dans tous les cas, enfin, je vous rassure, ça sera normal si au bout d'un moment vous vous perdez, si vous vous dites mais attendez c'est quoi, c'est qui lui, parce que Bishma et Bima c'est pas le même en fait, bah non c'est pas le même. C'est normal quand on passe beaucoup de temps, c'est normal que moi je les confonde plus, mais c'est normal aussi de les confondre quand on découvre justement cet univers. Et on a essayé de faire justement de faire des histoires simples qui peuvent se lire peut-être de façon comme ça, séparément, une à la fois, voilà, et qui n'ont pas besoin des autres histoires pour se comprendre, mais aussi des histoires qui se suivent et dans une logique qui est normalement plutôt simple. On a beaucoup résumé l'histoire parce que c'est une histoire qui est grande et on peut beaucoup se perdre. On a essayé vraiment de garder que l'essentiel, donc il y aura peut-être des personnages qui passeront à la trappe, mais c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. De toute façon, on peut pas tout. Enfin, c'est tellement monumental que déjà, c'est super. Et je me souviens quand tu m'en as parlé la première fois de ton idée de livre, je me suis dit, mais merci. Enfin, heureusement que on arrive à avoir des personnes qui, comme toi, arrivent à rendre la chose un peu plus digeste. Notamment, enfin, déjà, ce que tu avais amorcé par le podcast, je trouve que c'est fantastique et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont en train d'écouter en ce moment et qui pensent à la même chose parce que c'était des choses faciles à écouter et au final ça te comment dire, ça restait un petit peu avec toi. Tu vois, tu avais le moment où t'écoutais mais ensuite ça se diffusait un petit peu donc non, je trouve que c'est super intéressant et tu parles souvent en on donc j'aimerais bien qu'on aborde aussi l'importance de comment est-ce que tu as été entourée pour l'écriture de ce livre qui n'est pas rien. Enfin voilà, on a compris que c'était quand même beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Tu nous as un petit peu parlé de certaines personnes, tu nous as parlé de Jeanne, de Anne-Laure, du coup, qui t'a fait connaître, de ton illustratrice. Donc voilà, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que ça s'organise en fait de travailler à plusieurs sur de gros projets comme ça? Oui, honnêtement, je tiens à dire on parce que c'est vraiment, enfin, le travail que vous allez voir et c'est que vous, maintenant, à chaque fois que je lis un livre, je me dis, je pense à toutes ces personnes qui sont derrière. Et quand je pense à toutes les personnes qui sont derrière, et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que vous allez retrouver, c'est toutes les personnes qui vous aident de loin ou de près à la création du livre. Et c'est tout le système aussi de support qu'il y a. Enfin, je sais que beaucoup de fois, je t'ai appelé, je t'ai contacté parce qu'il y avait des petits trucs, où j'avais un doute ou même j'avais besoin peut-être de partager ce que j'étais en train de vivre. Honnêtement, écrire un livre, c'est quelque chose que je dis. Alors, c'est la page de remerciement. Donc, c'est la page, je sais que par excellence, peu de personnes vont lire. Mais j'ai essayé de la rendre peut-être un petit peu, un petit peu plus amusante parce que pour le coup, c'est vraiment un des exercices les plus yogiques que j'ai dû faire dans ma vie. Dans le sens où on s'attaque en fait à un projet déjà où il faut créer quelque chose qui vient de l'intérieur de toi et le sortir et ensuite le partager avec des personnes que tu ne connaîtras peut-être jamais. Donc déjà en soi, c'est un exercice qui est un peu étrange, d'accoucher un peu ces idées. Et puis il y a au-delà de la conception, de l'idée que tu as au départ du livre, il y a quelqu'un forcément qui doit avoir un peu cette vue panoramique, cette vue de loin
et qui soit capable de te dire, OK, je vois ton idée, mais je pense que le chemin à suivre, c'est celui-là. Et c'est pour ça que je fais un petit peu l'analogie de Jeanne comme étant ma prof de yoga pour ce livre, parce qu'elle a vraiment été. Elle m'a guidée, elle proposait, elle me donnait à chaque fois, enfin voilà, des propositions. Et à la fin, c'était moi évidemment qui décidais si, comme en yoga, comme sur un tapis, si je faisais une posture d'une telle ou telle façon, si je prenais une brique ou pas. Mais elle était là pour me guider, pour me proposer, pour m'écouter, pour éviter que ça parte dans tous les sens. En fait, un livre, vraiment, c'est le travail de beaucoup de personnes parce que en plus ça, et ça c'est vraiment, je tiens à le dire, écrire un livre qui n'est pas dans votre langue maternelle n'est pas forcément quelque chose de super simple. Bah Même ouais, si ça fait ouais. longtemps que je parle le français, que je vis en France, que le français littéraire est une autre chose. Parler du podcast, écrire le podcast, raconter une histoire comme on est en train de faire, enfin avoir une conversation, c'est quelque chose de relativement simple. On peut se permettre énormément de choses. Écrire un livre, oulala, je m'étais pas du tout rendu compte que à quel point une phrase doit être, comment dire, oui, éditée, peaufinée, embellie. Je ne sais pas. Il y a vraiment beaucoup de travail et c'est vraiment un travail que moi, je n'arrive pas à faire. Et donc, pour faire tout ce type de projet, je me dis que c'est toujours important de savoir un petit peu quelles sont nos limites, de savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire, évidemment. Il y a la partie de recherche, la partie connaissance de l'histoire, etc. Mais il y a des choses, en fait, qui vont sortir de notre domaine de compétences. Et c'est là où il faut savoir demander de l'aide. C'est là où il faut savoir s'entourer, se dire, OK, c'est la première fois que je vais faire ça. Moi, je connais pas du tout au monde de l'édition. Je sais même pas comment ça se passe. En fait, j'ai dû apprendre quel était le processus du livre, connaître la terminologie, enfin, même en termes de, au niveau contractuel, les droits d'auteur, etc. Enfin, j'étais vraiment, je ne savais rien. Et la première chose, et si vous nous écoutez et vous voulez vous lancer dans un projet de cette envergure, enfin, ou quelque chose comme ça, je pense que la première chose à faire, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de demander aux personnes qui sont déjà passées par ce chemin, demander de l'aide, poser des questions, avoir des retours pour justement vous faire peut-être une image un petit peu plus précise de ce que c'est que ce projet. Donc voilà, il y a ça, il y a l'édition, il y a la collaboration avec Marion qui est une collaboration différente parce que très créative, mais il y a aussi tout le système de support. Enfin, je te le dis, toi, enfin, tu verras ton apparition Oh non. dans la petite page de remerciement, mais non, mais parce que vraiment, être suffisamment patient avec l'auteur quand on est dans un processus où tout d'un coup on peut péter un câble parce qu'il y a un truc qui va pas, parce que il faut se détacher d'une phrase qu'on aimait beaucoup mais qui n'a rien à voir ou qui n'a peut-être pas sa part dans le livre, ça peut être difficile aussi, enfin d'un point de vue peut-être émotionnel, personnel, et donc d'avoir un système de personnes à qui on peut parler, à qui on peut se confier pour dire là là, j'en peux plus, ou je sais pas ce qui se passe, ou je suis un petit peu perdue, ou qu'est-ce que tu penses de cette illustration, mais qu'est-ce que tu penses de cette histoire, voilà. C'est bien d'avoir un petit peu de recul. Et donc, du coup, bah, toi, mon chéri, ma famille, enfin, la maman de mon chéri, Catherine, qui a lu une grande partie du livre et qui m'a donné ses notes, c'est quand même essentiel. Et c'est pour ça que vraiment, quand je parle de honte de ce livre, c'est parce que je n'étais vraiment pas seule dans la création de ce bouquin. Mais je trouve que c'est super important et c'est vrai que parfois on a tendance, à entre guillemets, c'est pas manquer d'humilité, mais parfois comme tu dis, c'est important quand on connaît pas forcément un domaine ou quoi, d'oser dire: «OK, bon bah là je ne sais pas, je n'y arrive pas, donc dans ce cas, il faut que je me rapproche de des personnes». Et là par contre, la chose la plus difficile parfois, c'est d'arriver à trouver les entre guillemets «les bonnes personnes». Parce que c'est vrai qu'on peut être entouré, mais il faut avoir les personnes qui sont entre guillemets «au bon poste» et au bon moment. Oui, complètement, complètement. Et c'est pour ça que je parlais aussi de chance, parce que c'est vraiment, parfois, c'est des rencontres qui vont être très fortuites et qui ne sont pas forcément, enfin, qu'on ne va pas forcément contrôler. Et en même temps, il faut être hyper patient, parce que la première personne qu'on va rencontrer, c'est pas forcément la bonne personne. Il faut un peu comme dans une recherche d'appart, d'emploi, de partenaire, enfin, des choses comme ça. Il faut savoir se donner le temps pour vraiment chercher la personne qui va vraiment avoir la même vision que nous pour un projet, surtout pour un projet qui nous tient à cœur. Je pense que c'est important de savoir aussi bien ce qu'on ne peut pas faire et
là où on a besoin d'aide, comme tu dis, de savoir s'entourer, mais aussi de savoir quelle est l'intention avec laquelle on fait quelque chose. Parce que finalement, quand on va guider ce projet, quand on va être au cœur, au centre d'un projet, il y aura toujours des moments où il va falloir dire non, mais l'intention, elle est celle-ci. Et je sais que typiquement, pour les histoires, c'est peut-être la seule phrase que j'ai vraiment beaucoup aimée, mais qui a été gardée, à laquelle je tenais, c'est que mon intention dans ce livre, c'était d'inspirer plutôt que de dénoncer. Et je sais que c'est aussi un petit peu culturel, hein, parce que je sais qu'enfin, je perçois parfois la littérature française d'une certaine façon, avec mes filtres, avec, voilà. Mais je voulais vraiment que ces histoires soient, même si on se permet de les interpréter au, sous le prisme de notre vie quotidienne, sous notre contexte social, etc. Je voulais vraiment que ça soit des histoires inspirantes, pas des histoires où on juge, pas des histoires, surtout les personnages, enfin, jamais juger les personnages, il faut aimer les personnages justement pour pouvoir les comprendre. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu le processus que j'ai fait, mais de savoir dire, voilà, c'est vraiment mon intention, j'ai toujours su que c'était mon intention, et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à guider aussi les autres personnes à échanger quand il a fallu faire des décisions, prendre des décisions, pardon, et faire des choix. Voilà. Donc oui, c'est toujours un peu un jeu d'équilibriste entre ce que je n'arrive pas à faire et je sais que voilà, c'est pas grave et il faut être hyper ouvert à se détacher complètement de ce qu'on a créé, de ce qu'on fait, voilà, et de se dire ok, oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir, même si ça nous plaît beaucoup. Enfin, ok, on peut partir, on peut faire ça, mais aussi la partie, mais ça me tient à cœur, j'ai envie de le garder et, et au final, voilà, je pense qu'on n'a pas fait un boulot trop mauvais. Enfin, je sais pas. On va dire, à partir du moment, de toute façon, où le livre sortira, il ne m'appartiendra plus. Ça aussi, c'est quelque chose auquel je tiens, de me dire, ok, je me détache complètement. Maintenant, mon boulot est fait. Mais oui, c'est un gros projet quand même. Je réalise en te parlant que c'est quand même un gros truc. Mais je trouve que, comme tu dis, avoir, entre guillemets, tes idées, tes objectifs, tes valeurs aussi, en quelque sorte, les valeurs auxquelles tu tiens et tu veux qu'elles soient transmises dans ce livre, je pense que c'est super important, en fait, de toujours les avoir en tête et de pouvoir aussi parfois dire, surtout quand on est nombreux, en fait, autour d'un livre, bah, de dire, bon, bah, ça, je sais pourquoi je veux le garder, je sais pourquoi ça me tient à cœur. Je trouve que c'est quand même c'est un travail que tu as dû faire. Alors, je sais pas si c'est le yoga ou si c'est ta culture ou si c'est ton caractère qui t'a permis de faire ça, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même admirable. Et sur ce que tu disais par rapport aux personnages, il faut aimer les personnages, il faut essayer le moins possible de les juger ou de plus être dans l'inspiration que dans la dénonciation. Je trouve que c'est très porteur, cette façon de penser. Et juste un petit parallèle, c'est vrai que quand je suis en stage, on rencontre des personnes qui ont des histoires de vie avec lesquelles on n'est pas forcément en accord, ou qui ont fait des choses avec lesquelles on n'est pas forcément en accord. Et pour autant, découvrir ces personnes, se rendre compte qu'on peut avoir des discussions, se rendre compte qu'il y a pas que des mauvais côtés, je trouve que ça aide justement à être plus dans l'inspiration, peut-être aussi moins dans le jugement, parce qu'après, je sais pas si le non-jugement existe vraiment. Je pense qu'il y a toujours un premier jugement qui arrive et ensuite c'est s'en détacher. Je sais pas ce que tu penses de ça. Oui, non, non, mais complètement, mais justement, c'est là, et c'est surtout quand on réagit vite qu'il y a quelque chose à creuser. Enfin, Mm. et c'est pour ça que j'aime bien aussi le Mahabharata, et c'est pour ça que j'ai choisi de peut-être commencer par cette histoire, parce que il y a plein de choses qui vont choquer. C'est une histoire qui appartient à une autre époque, c'est une histoire qui appartient à une autre culture, peut-être, enfin, quoique, on reste des humains. Et Mm. voilà, et il y a quand même pas mal de choses qui existent dans nos sociétés occidentales qu'on oublie parfois, mais voilà, qui vont choquer aussi quelqu'un qui va lire, par exemple, des contes anciens. Hein. Ils sont pas super jolis sur tous les Ah côtés. bah C'est pas Disney non. à chaque fois, hein, donc. Ah non, mais clairement. C'est- Donc voilà. Mais en même temps, c'est justement parce qu'elle nous choque, parce que on est confronté pas forcément à. C'est parce qu'il n'y a pas de biais de confirmation dans les histoires qui fait qu'un dialogue très intéressant peut apparaître, peut surgir. C'est un petit peu ce que tu dis, se confronter aux personnes
qui sont peut-être très loin des choix qu'on aurait pu faire, ne peut que nous aider à comprendre qu'il y a énormément de façons de vivre Mmh. et oui, d'exister en fait, et que même si on juge, qu'est-ce qu'on est en train de juger en fait à la fin Mmh. quand on juge? Je pense on pourrait parler évidemment, on pourrait faire toute une réflexion autour de ça, autour du jugement, mais quand on juge, c'est parce qu'il y a forcément un espèce d'effet miroir qui apparaît. Ah oui, bien sûr. Et c'est pour ça aussi que j'adore les histoires, c'est que déjà c'est des personnages qu'on peut pas blâmer dans le sens où ils n'existent pas, enfin ils n'existent que Mmh. dans notre imaginaire. En même temps, ils sont tellement réels qu'ils nous font sentir des choses, qu'ils nous font. Et donc dans ce sens-là, c'est peut-être plus safe que quand on est avec une personne en train d'interagir, mais ça nous prépare pour la vraie vie. Mmh. Je sais pas si je suis claire en fait. C'est un petit Si, peu mais comme le je yoga. pense mais est-ce que c'est pas comme ça? Enfin, est-ce que c'est pas pour ça que les contes ont existé de base? Je sais pas, est-ce qu'il y avait pas Complètement. l'histoire du petit chaperon rouge? C'était pour, je sais pas, il fallait que les petites filles aient peur, de se promener seules. Enfin, je sais plus, là, je dis un truc, totalement psychanalytique ou quoi. Mais je crois qu'il y avait une histoire comme ça. En fait, c'était de la sagesse populaire, mais qui était censée apporter quelque chose et donc dans ce cas, il fallait personnifier aussi les personnages avec un loup, avec, bah, du coup, dans le Mahabharata, avec aussi autre chose, enfin, avec d'autres personnages, avec, des dieux, avec, tout ce Mm. microcosme, en fait, qui vit cette petite, enfin, comment dire? Comme si c'était quand on joue aux poupées, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi une façon, finalement, d'envisager les relations, d'envisager, la vie, en quelque sorte. Mais oui, non mais complètement, mais c'est ça, c'est comme dirait Romain Roland, il me semble que c'était lui, on ne lit pas un livre, on se lit à travers un livre. À chaque Mmh. fois, de toute façon, qu'on va lire une histoire, entendre une histoire, même raconter une histoire, on va le faire, on va s'identifier à un moment, soit avec le personnage, soit en opposition avec le personnage. Et c'est ça qui est super intéressant. Et donc, du coup, on va pouvoir faire tout ce travail un petit peu comme le travail qu'on va faire en yoga. C'est un peu un laboratoire, un espace sécurisé où on va se mettre dans des situations qui vont nous permettre justement Mmh. de les transposer dans notre vie quotidienne et donc du coup de pouvoir peut-être agir de façon plus alignée, plus cohérente avec la vie qu'on veut mener en fait finalement. Mmh. Et toi, comment est-ce que ça s'est enfin, comment est-ce que tu as choisi cette histoire? Est-ce que ça t'a appelé? Est-ce que ça a été, je sais pas, une histoire ou qui t'a particulièrement touchée? Qu'est-ce qui a fait que ce soit elle et pas une autre? Je pense qu'au départ c'était vraiment la taille, c'est-à-dire que vraiment, au début, alors c'est quelque chose que j'ai eu depuis même avant le yoga. J'adore les histoires et je suis, bah voilà, une grosse geek des univers. À chaque fois qu'il y a un univers très complexe, j'adore. Le MCU, c'est pour ça que je l'adore. Aujourd'hui, on peut dire n'importe quoi de tous ces nouveaux films qui arrivent, etc. Mais je trouve que malgré tout, le Marvel Cinematic Universe a créé un univers qui est super intéressant. L'univers même de Pixar est super intéressant. L'univers, les grands mythes, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Game of Thrones, enfin tout ce type et même la grande histoire, l'histoire par exemple de la monarchie actuelle d'Angleterre. Enfin, j'adore les histoires. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Et donc du coup, bah forcément, quand je suis arrivée dans le monde du yoga, et je savais d'une part que ce que j'aimais le plus, c'était la partie philo, la partie histoire du yoga, mais à l'intérieur de ce monde qui est très vaste, quand j'ai découvert justement les histoires qu'il y avait à l'intérieur, au début, je comprenais rien. Je me suis dit, mais c'est qui tous ces personnages, ces divinités, ces là. Et en fait, c'est justement en essayant de comprendre que je suis tombée sur le Mahabharata. Et quand j'ai découvert le Mahabharata, je me suis dit, je comprends rien et j'adore. Et voilà, j'étais prise. Honnêtement, c'était, euh, c'était love at first sight. C'était vraiment l'amour. Comment on dit en français? Là, alors soit le coup de foudre ou Le coup l'amour de foudre. ouais, ou l'amour au premier regard, je sais pas si je sais Ah pas, oui, c'est attends, ça. là, j'ai un truc, je Non mais si, sais pas. c'est peut-être ça parce qu'il y a Marié au premier regard qui est le nom d'une émission, donc j'imagine que ça joue sur. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai qu'on dit enfin, moi, je dis plus facilement le coup de foudre, enfin, tu vois? Je Bah sais pas. oui, non mais oui, c'était ça. Honnêtement, c'était le coup de foudre. Tu vois, contrairement au Ramayana, qui est une histoire que j'ai appris à aimer, que je connaissais déjà un tout petit peu, mais parce que voilà, plus facile, c'est une histoire d'amour, etc. Mais qui tout de suite ne m'a pas forcément plu. En plus, elle est beaucoup plus facile. Le Mahabharata, elle a tout pour plaire. Enfin, Mmh. il y a la grande bataille épique, il y a le climax,
il y a la Bhagavad Gita, évidemment, parce que Mm. voilà, c'est aussi ça. Quand j'ai découvert que la Bhagavad Gita faisait partie d'une histoire beaucoup plus grande, je me suis dit, mais attends, ok, c'est qui cet Arjuna? C'est qui ce Krishna? Et en fait, quand tu te Ouais. rends compte de tout ce qui vient avant et après, c'est là où tu comprends vraiment aussi la Bhagavad Gita. Donc, pour les gens Ah qui non, mais s'intéressent au c'est yoga, clair. Non, mais c'est sûr. Moi, je me souviens, la première fois où j'ai dû lire la Bhagavad Gita, c'était vraiment devoir lire, c'était pour ma première formation de yoga. J'étais là, mais c'est qui ces gens? Enfin, après, voilà, j'ai lu, c'était intéressant et tout. Et ensuite, c'est après, quand j'ai repris, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'avais été acheté, mais je te l'ai montré, tu sais, le petit livre Philosophie indienne. Enfin, pas. En gros, c'est l'hindouisme pour les nuls, mais c'est pas vraiment ça. C'est encore pire, c'est pour les enfants. Et en fait, c'est génial. Et donc, il explique rapidement le Mahabharata. Enfin, il explique tout ça, les personnes, enfin, qui sont les divinités. Enfin, et en fait, je me suis dit, ok, mais là, ça prend beaucoup plus de sens parce que la Bhagavad Gita, sans son contexte, ben, je trouve que c'est quand même beaucoup plus difficile Enfin, je trouve qu'on comprend moins pourquoi Arjuna, il pète un plomb. Enfin, non, mais vraiment, enfin, on est là, mais mais qu'est-ce oui. qu'il a, lui? Non, mais c'est impressionnant. Enfin, parce qu'en plus, on a même l'impression que, enfin, quand on lit la Bhagavad Gita un peu sans le contexte, bon, déjà, la première page de la Bhagavad Gita, enfin, les premières lignes de la Bhagavad Gita, c'est une série de noms qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. C'est une série, en plus, parce que il faut dire qu'on nous liste le nom de tous les guerriers qui sont présents dans cette guerre, avec le nom de toutes les armes de ces guerriers qui portent un nom et qui, voilà, on comprend rien déjà. Et en plus, c'est vrai que quand on commence à se mettre à la place d'Arjuna, on se dit, mais ce gars, c'est limite un loser, en fait. C'est qui ce mec qui n'a pas envie de se battre? Exactement, exactement. Moi, j'étais là, mais attends, c'est un guerrier, je comprends plus. Enfin, il voulait faire autre chose. Enfin, j'ai vraiment pas compris. J'étais là, il a loupé sa vocation. Et c'est horrible. Là, tu vois, pour le coup, j'étais clairement dans le jugement. Après, je me suis dit, non, allez, on va regarder ça sous un œil de non-jugement et tout. Donc, j'ai pris des choses dans cette première lecture, mais c'était rien comparé à quand on a le contexte. Comment est-ce que ça peut nous parler? C'est ça, parce que du coup, on comprend aussi la complexité du personnage. Arjuna n'est pas n'importe qui. Mm. Arjuna a déjà vécu plein de choses, c'est pas la première fois qu'il se bat. Et même cette guerre, elle n'arrive pas pour rien. Cette guerre, elle n'est pas une guerre comme une autre, c'est pas un conflit comme un autre. Et c'est aussi ça que j'ai aimé, en fait, parce que pareil, quand on parle beaucoup du yoga, du monde du yoga, on parle beaucoup de la non-violence, c'est quelque chose qui va apparaître très vite aussi dans notre pratique. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas des conflits aussi, ou des batailles, ou des affrontements, ou des actions qui méritent la peine d'être vécues? Est-ce qu'il n'y a pas des choses en fait pour lesquelles on peut se battre parce qu'elles sont justes? Et c'est ça aussi la réflexion du Mahabharata, c'est de se dire, je pense que le grand terme du Mahabharata, c'est de se dire quels sont les conflits justes et à quel moment on agit. Et Mm. du coup, c'est une histoire qui est vraiment qui fait un parallèle quand même très fort avec ce qu'on vit au quotidien. Enfin, Ouais. pas forcément que notre vie soit un conflit en permanence, mais des échanges, on en a tout le temps, que ce soit avec nous-mêmes, avec les autres. Même quand j'étais en train justement de parler de ce livre aux personnes avec qui j'allais travailler, il y avait le conflit en Ukraine. Et c'était quelque chose qui était totalement nouveau, mais c'était quelque chose aussi qui faisait un écho au Mahabharata, deux clans d'une même famille qui se battent entre elles, et le conflit russo-ukrainien, beaucoup de points, ça se ressemble aussi. Il y a des personnes qui avaient des familles ou des personnes proches qui sont aujourd'hui dans l'autre camp. Donc, Mm. c'est toujours intéressant de voir comment tout est un miroir en fait. Non, mais c'est vrai, mais c'est super. C'est aussi intéressant de le voir à travers ce prisme, parce que c'est vrai que toutes ces histoires, toutes ces grandes épopées, on a aussi les épopées grecques, hein, l'Iliade ou l'Odyssée. En fait, c'est des choses qui sont encore extrêmement actuelles. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques, des grandes thématiques, qu'on revit encore au quotidien. Et parfois, moi, je me dis, mais c'est incroyable, on n'apprend pas, entre guillemets. C'est-à-dire que on relit ces histoires. On a tellement, tellement de ressources et pour autant,
on n'évolue pas, bah, je pense que c'est parce que en fait, on n'est qu'humain et c'est OK, en fait et c'est quelque chose de très libérateur, en fait, de se dire: «Bah, peut-être que voilà, c'est la nature humaine, on est comme ça» et je trouve que ces histoires nous aident peut-être à être un peu plus, ancrés dans la réalité. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a Disney qui a vachement édulcoré tous ses contes et cetera. Mais de base, en fait, quelles sont les leçons, en fait, qui sont à tirer de toutes ces grandes histoires? Et donc enfin, je trouve que c'est super que tu aies pu nous partager tout ça. Et j'avais juste une dernière question par rapport à ton organisation. Vraiment là, parlons tableur Excel si tu le veux. Non, mais qu'est-ce que tu as mis en place pour finalement réussir à faire ce travail? Parce que j'imagine bien qu'il n'est pas arrivé du jour au lendemain. J'imagine bien que tu n'as pas claqué tes doigts et que les écritures ne se sont pas faites toutes seules. Donc, qu'est-ce que tu as pu mettre en place et qu'est-ce que nous, en fait, on peut retirer de ton expérience pour peut-être un peu mieux nous organiser? Oui, bien sûr. Alors, je vous parle de mon expérience. Je sais que, par exemple, ma sœur, elle écrit aussi. Elle travaille d'une façon complètement différente de la mienne. Donc déjà, si cette méthode ne vous convient pas, c'est normal, c'est ok, c'est très bien. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire la même chose, surtout si vous avez envie d'écrire un livre. Mais moi, je sais que j'ai besoin de structure, j'ai besoin de suivre, et j'ai besoin d'un petit peu de discipline aussi. Je pense que le fait que, pareil, voilà, c'est encore une fois, je suis pas du tout en train de, enfin, c'est pas du tout mon métier d'écrire, et c'est encore moins d'écrire dans une langue qui n'est pas la mienne, enfin, qui n'est pas ma langue maternelle, où forcément, parfois, je vais avoir des réflexes qui ne sont pas les bons, des tournures de phrases, plein de questions grammaticales, etc. Donc, je savais que dès le départ, j'avais besoin d'un petit peu de structure. Donc, effectivement, au début, il y avait un tableur Excel, tu me connais déjà très bien. Oui. Donc ça, c'était essentiel. Essentiel pour dire, OK, déjà, combien de chapitres il va y en avoir. Des versions, il faut s'attendre à qu'il y ait beaucoup de versions. En fait, je pense que sur chaque histoire, il y a eu au moins 5 versions. Vraiment, je ne vous mens pas. Et 5 versions à partir du moment où j'ai déjà fait mon premier, ce que j'appelle brouillon. Ouais. Donc déjà, il y avait la structure globale, enfin un espèce de document central qui me permettait de savoir où j'en étais sur chaque chapitre. Attaquer peut-être déjà aussi un grand projet, de le découper par petits morceaux et de se dire, OK, on va y aller étape par étape et on va essayer de le faire de façon une histoire à la fois ou un chapitre à la fois. C'est peut-être déjà quelque chose de bien. Ça permet de ne pas s'éparpiller, ça permet de déconstruire, ça permet de suivre aussi sur l'ensemble le processus et donc du coup de faire un grand tableau qui me permettait de voir justement l'avancement, le progrès, où on était dans chaque histoire. C'était quelque chose d'essentiel. Oui, mais En ça, plus je de trouve que ça, je te coupe juste parce que je trouve que pardon. c'est hyper important d'avoir, cette vision d'ensemble et c'est quelque chose que parfois on oublie, tous, peu importe les projets et cetera et je trouve qu'avoir cette vision d'ensemble, bah, ça aide finalement à savoir où est-ce qu'on se place et d'autant plus, j'imagine, dans un projet comme le tien et je fais juste, un lien avec une vidéo que j'ai vue il y a pas très longtemps d'un youtubeur que j'adore, Ali Abdaal, qui est un ancien médecin qui de cela se concentre à sa chaîne YouTube. Il parle beaucoup de productivité, il donne plein de tips qui sont vraiment hyper utiles. Moi, franchement, j'ai réussi mes partiels grâce à lui, vraiment, parce que il m'a appris en fait à être organisée. Et justement, dans sa dernière vidéo, il explique exactement ce que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire que pour organiser son planning, en fait, un truc hyper utile et hyper basique et qu'on oublie, c'est juste d'ouvrir une feuille Excel basique ou d'avoir un grand emploi du temps, mais sur l'année. Tu vois, vraiment tout le calendrier de l'année avec tous les mois et avec les grandes échéances, etc. Comme ça, en fait, on perd pas de vue. Donc, ce que tu dis, bah, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut garder dans sa tête, vraiment avoir la globalité du projet en cours. Oui, non, mais complètement, parce que ça permet déjà de ne pas s'éparpiller, ça permet de voir, et t'as dit quelque chose aussi d'important, les échéances. Mais oui. Parce que ça aussi, c'est pareil. Et écrire un livre, on peut le faire sous plusieurs formats. Il y a l'auto-édition, et donc du coup, à ce moment-là, c'est nous qui contrôlons un petit peu les délais. Mais il y a aussi le fait que j'ai eu la chance d'avoir un contrat avec une maison d'édition, les éditions des Équateurs. Et à ce moment-là, donc du coup, on travaille aussi en équipe parce que il faut soumettre le manuscrit à la maison d'édition. La maison d'édition doit ensuite transformer cela
ce qu'on appelle une épreuve qu'on va vérifier, où il y aura forcément des petites choses qu'on va vouloir modifier, des petits allers-retours, et tout cela pour que le livre soit, on va dire, finalisé d'un point de vue digital. Mais ensuite, il faut l'imprimer, il faut faire plein de choses, en fait, qui prennent du temps. Donc, Ouais. de garder aussi les délais et les dates, ben voilà, c'est un petit peu pareil. On s'était dit avec Jeanne, le but, c'est qu'on ait le manuscrit pour soumettre aux équateurs à telle date. Et Mmh. donc, à partir de ce moment-là, je savais que j'avais X temps, X mois pour pouvoir consacrer, que je pouvais consacrer justement à l'écriture de ce livre. Et donc, du coup, bah, très bêtement, je me suis dit, parce qu'à côté, je ne fais pas que ça, je Mmh. me suis dit, OK, combien de temps ça veut dire qu'il faut que je consacre par jour à ce Ouais. livre pour que je puisse le sortir en temps et en heure. Ouais. Et parce que c'est vrai que c'est un truc du quotidien. Et honnêtement, pour écrire, et surtout, je pense que l'écriture, c'est un petit peu comme tout, c'est une pratique. Je crois et j'espère qu'aujourd'hui, j'écris un petit peu mieux parce que tous les jours maintenant, depuis que j'ai commencé ce projet, tous les jours, systématiquement, j'écris au moins 15 minutes par jour. Au Mais moins. je crois que c'était pas Stephen King qui disait que tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, qu'il ait envie ou pas, il écrivait. Il écrit. Oui, Et oui. en fait, il dit c'est que comme ça et en fait, c'est un auteur très prolifique, mais en fait, c'est vraiment parce qu'il a une méthodologie de travail qui est, hyper, rigoureuse. En fait, sa discipline, elle ne change pas. C'est ça. Et honnêtement, je pense que ça serait le conseil, enfin, mon premier conseil, le conseil à retenir, la régularité et la discipline, surtout pour des choses comme ça, il n'y a rien de mieux. C'est un petit peu, et d'ailleurs, c'est quelque chose maintenant, ma routine du matin consiste justement à, je me lève, je médite, je lis en français et ensuite j'écris. Le fait de lire, en fait, avant, ça me permet déjà d'avoir grammaticalement, enfin, je sais que je suis Ouais. très obsédée, mais vraiment, enfin, Bah, non, c'est pas pas du pareil, tout. en fait, d'écrire que de parler et de faire, de savoir faire des phrases. C'est quelque chose qui peut être très compliqué, en fait. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc, de lire, ça me permet déjà d'être dans une espèce de petite bulle où, ok, je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ensuite, je me mets à écrire. Et ça, parfois, ça dure 15 minutes et vraiment, je ne peux faire que ça. Parfois, je peux écrire 1 heure, 2 heures. 2 heures, c'est vraiment mon max. Au bout d'un moment, j'ai un petit peu la tête euh, Mmh. qui tourne. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et petit à petit, j'ai avancé. Et tous les jours, je savais que voilà, il y avait quelque chose qui se faisait. Et petit à petit, c'est comme ça que on a réussi à faire, à, à faire des histoires qui sont plus précises, plus, comme dirait Jeanne, musclées, un texte qui va être plus Mmh. sharp. Voilà, parce qu'en plus de ça, évidemment, il y a tout aussi le travail d'édition qu'il y a à faire. C'est-à-dire que moi, j'avais quelque chose à soumettre à Jeanne. Jeanne me faisait un retour. Moi, je retravaillais ce retour. Il y avait des commentaires. Enfin voilà, et je sais que des éditeurs, il y en existe plein. Enfin, il y a des éditeurs qui éditent presque pas, qui font juste, qui disent. Je pense que ça, c'est pour les écrivains qui font vraiment ça pour gagner leur vie et qui ont déjà un maniement de la langue française qui va au-delà de mes compétences, justement. Mais voilà, c'est quand même un travail aller-retour qui demande énormément de patience, d'engagement et de discipline. Ça, Mmh. c'est au niveau de l'organisation. Je pense que voilà, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis déjà dans la suite Ouais, ouais, bien sûr. et que j'aime bien garder justement, Mmh. ne serait-ce que pour ma discipline pratique personnelle, je dirais. Ah non, mais c'est intéressant et c'est vrai que ce que tu dis, bah, alors, j'ai une autre expérience en rédaction, mais en reprenant mes études, du coup, il a fallu qu'on fasse beaucoup d'écrits et c'est vrai que l'ergothérapie, comme c'est quand même un métier qui tend à être de plus en plus, reconnu, et que, bah, voilà, il faut qu'on fasse ce boulot, en fait, en tant que futur ergothérapeute, de bien rédiger, de nous baser sur, des choses qui sont scientifiques pour promouvoir un petit peu notre activité et donc très vite, je me suis rendu compte qu'on avait énormément de rédaction à faire et on avait, des cours de français en juste, le premier semestre et la fille nous a dit: «Il faut que vous lisiez. Lisez un livre par semaine». Donc on était tous là: «Non mais avec tout ce qu'on a bossé à côté». Alors j'ai pas réussi à lire un livre par semaine, mais par contre ça m'a forcée à lire plus et comme tu dis, lire en français et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte entre mes premiers écrits et aujourd'hui,
Alors j'ai encore plein de choses à apprendre, mais en effet, écrire pour soi, c'est différent d'écrire pour les autres. C'est-à-dire que quand on écrit pour les autres, il faut qu'on ait une certaine capacité à rédiger, comme tu dis, de façon claire et de façon précise et concise. Complètement. Je pense que encore une fois, c'est la pratique, c'est la régularité. Et c'est vrai que c'est pareil. Parce que pareil, moi, je pense que comme toi, j'ai l'habitude de beaucoup lire en anglais. Et les voix sont différentes, les intentions sont différentes, les... Ouais, ça change. En fait, ça change. Et donc, du coup, de lire en français, c'est un autre exercice, mais c'est aussi hyper chouette. Honnêtement, je pense que un de mes... comment dire, une des pires choses qui aurait pu m'arriver, c'était d'être une bonne élève quand j'étais enfant. Parce que Ouais. ça m'a mis beaucoup de mauvaises habitudes, en fait. Je sais pas comment le dire. Et Si, mais en tu fait, nous avais en parlé sur l'épisode Mindset. c'est ça. Et le fait d'être confronté à quelque chose d'aussi immense, challengeant, aussi difficile, aussi complexe, c'était aussi hyper chouette parce qu'à chaque fois, je m'étirais. J'ai vraiment l'impression, comme on dirait en anglais, d'être stretched out, d'avoir poussé un petit peu. Vraiment, c'est vraiment un truc hyper chouette. Honnêtement, c'est quelque chose que je conseille même à beaucoup de personnes. En fait, si vous voulez vraiment gravir une montagne sympa intellectuellement, écrivez un livre. Mm. Honnêtement. Si moi je peux le faire, de toute façon tout le monde peut le faire, hein. Non, Honnêtement. bah, il faut quand même un petit peu de discipline, de rigueur et comme tu l'as dit, il faut être passionné, hein, par son sujet. C'est-à-dire que si tu sais: «Ouais, j'aimerais bien écrire, mais je sais pas sur quoi», je pense que ça va être un peu plus compliqué. Non, mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est super que tu aies pu nous partager ton expérience et moi, c'est vraiment un des premiers trucs que je t'ai dit: «Est-ce que s'il te plaît, tu veux bien venir sur le podcast pour partager ton expérience?» parce que voilà, ce podcast, c'est aussi partager des histoires de vie, partager des expériences qui font qu'on grandit, qu'on est aussi obligé de se rendre compte que, il faut ravaler la fierté. Parfois, accepter de l'aide, accepter finalement d'être un peu plus humble. Donc, je suis trop contente de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et comme toutes les personnes qui sont en train d'écouter, on a tous très très hâte de lire ton livre. Merci beaucoup, merci. C'est la première fois du coup que j'en parle euh, comme ça de ce projet. Donc merci beaucoup. J'espère que le livre pourra vous apporter. J'ai même pas envie de dire. J'espère qu'il vous plaira parce que honnêtement, voilà, je pense que des jugements justement, on peut en avoir plusieurs, même s'il vous plaît pas. J'espère qu'il vous apportera peut-être un petit truc. Comme ces discussions, honnêtement, et merci beaucoup d'avoir été là dans ce processus parce que vraiment, non, mais tu t'en rends pas compte, mais je sais que tu as été une partie très importante dans la conception de ce projet. Donc, merci beaucoup, merci à toi. Bah, tu sais que c'est toujours avec plaisir et moi je pense que dans ces moments-là, quand on s'engage dans des expériences qui vont prendre tout notre temps, toute notre énergie, toute notre tête, bah, on a besoin en fait d'avoir des gens qui sont là pour nous écouter, pour aussi qu'on puisse déposer certaines choses. En tous les cas, moi j'étais ravie d'assister petit à petit à la naissance de ce beau livre et je suis sûre qu'il nous apportera beaucoup. En tout cas, merci de t'être confiée. Je sais que c'est pas forcément l'exercice que tu apprécies le plus, mais c'est passionnant tout ce que tu racontes et je trouve que c'était aussi intéressant de voir la genèse et de voir que finalement c'est un projet qui mûrissait depuis très 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 longtemps. Oui, merci beaucoup, merci. Et donc, du coup, rendez-vous, allez voir si vous avez la possibilité de voir votre petit libraire du coin, de votre quartier, faites-le. Aux éditions des Équateurs, Histoire du Mahabharata. Voilà, sinon, évidemment, il est disponible sous le format digital. Heureusement, vous pouvez comme ça l'emporter partout. Mais voilà, merci à toi, Issa, merci à tous si vous nous écoutez. Et à très bientôt. Oui, beh, je vous mettrai aussi tous les liens en barre d'infos, tout ce dont on a pu parler et les liens du livre et aussi peut-être, le format digital, comment l'attraper, facilement. En tout cas, merci Laura, merci à vous tous pour votre écoute. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.